C'est l'heure de pointe d'un lundi dans le métro de la ville la plus peuplée du monde, et aussi la plus sûre, où des millions de personnes se rendent à leur travail comme chaque semaine. Mais en quelques minutes, la routine se transforme en enfer. Tous les passagers s'effondrent, certains convulsent, d'autres crachent du sang. Personne ne comprend ce qui se passe. Pas de coup de feu, pas d'explosion. Le pire, c'est que l'ennemi est invisible. Ils sont les victimes du premier attentat terroriste perpétré avec des armes chimiques. 20 mars 1995. C'est un lundi matin. Les passagers commencent à peine à assimiler la semaine de travail qui les attend. Mais personne n'imagine ce qui est sur le point de se produire. 5 hommes se préparent dans la station de métro pour exécuter une attaque synchronisée sans précédent. 5 hommes profondément intellectuels, formés dans les meilleures universités du Japon. Kenichi Hirose, 30 ans, ingénieur en physique, titulaire d'un master en physique appliquée. Yasuo Hayashi, 37 ans, diplômé en intelligence artificielle. Toruo Toyoda, 27 ans, chimiste et licencié en physique. Masato Yokoyama, 31 ans, ingénieur en télécommunications. Ikuo Hayashi, 48 ans, médecin cardiologue. Les 5 montent dans des trains différents, mais qui empruntent tous la même ligne. Le centre névralgique du pouvoir politique japonais. Leur but, semer le chaos au cœur du gouvernement et provoquer une crise nationale. Une fois installés dans leur wagon, ils exécutent le plan avec les sacs en plastique transparent qu'ils transportaient depuis le début, contenant du gaz sarin à l'état liquide, l'un des agents chimiques les plus mortels qui existent. Incolore, invisible et capable de tuer en quelques minutes. Pour dissimuler les sacs et ne pas attirer l'attention, ils les avaient enveloppés dans du papier journal. Ils les posent au sol et, à l'aide d'un parapluie à pointe aiguisée, percent les sacs, libérant le gaz mortel qui se répand bientôt dans tout le train et les stations. C'est un attentat silencieux. Pour les employés du métro, c'est aussi un lundi comme les autres. Les centres de contrôle ignorent tout de ce qui se passe. Les effets du sarin ne se feront sentir que quelques minutes plus tard. Un temps suffisant pour que les 5 hommes s'échappent, sans laisser de traces. Ikuo Hayashi, le cardiologue de 48 ans, fut le seul à manifester un semblant de remords. Selon ses propres déclarations, « J'ai hésité, car j'ai consacré ma vie à sauver des gens, et maintenant beaucoup vont mourir par ma faute. Mais c'est nécessaire pour atteindre le salut. Nous devons nous libérer des sentiments humains. » Ces enseignements singuliers provenaient de Chizuo Matsumoto, le cerveau de toute cette machination. Matsumoto est né atteint de glaucome congénital, totalement aveugle de l'œil gauche et avec une vision partielle du droit. Envoyé dans une école pour enfants aveugles, il s'y fit remarquer comme un tyran. Avec la faible vue qu'il lui restait, il profitait de ses camarades complètement aveugles, les brutalisant continuellement. Des rumeurs disent qu'il termina l'école avec plus de 30 000 yens économisés, issus du harcèlement et des extorsions qu'il exerçait sur ses camarades. Devenu adulte, il se maria et eut entre 8 et 12 enfants. Nul ne sait exactement combien. Il ouvrit une boutique où il donnait des cours de yoga et de méditation. L'affaire prospéra et son ego aussi. Il se proclama divinité dotée de pouvoirs surnaturels, changea son nom pour Shoko Asahara et fonda le groupe religieux Aum Shinrikyo. En seulement 8 ans, il passa de parfait inconnu à chef d'une organisation de plus de 40 000 membres. Il combinait bouddhisme, hindouisme, prophétie chrétienne et théorie du complot. Asahara se proclamait la réincarnation de Jésus-Christ et du Bouddha. La secte attira des jeunes brillants, scientifiques, ingénieurs, intellectuels. Asahara leur promettait qu'il développerait des pouvoirs mentaux, tels que la méditation avancée ou la lecture des pensées, s'ils rejetaient le matérialisme et lui offraient leurs biens. Les âmes attachées au matérialisme ou au plaisir charnel iront directement en enfer. Beaucoup abandonnèrent leur carrière prometteuse et leur famille pour servir la cause. Profitant de cette main-d'œuvre gratuite prête à tout pour purifier son karma, Asahara lança toutes sortes d'entreprises, salles de sport, agences immobilières, restaurants, et même la fabrication d'armes et de drogues, utilisées contre ses propres adeptes. Les nouveaux membres étaient soumis à un régime brutal de contrôle mental et physique.
privation de sommeil, enfermement dans l'obscurité pendant des jours, inhalation de vapeurs toxiques, bains forcés dans de l'eau glacée, tout cela sous prétexte de purification spirituelle. On implantait même des électrodes dans la tête des adeptes et de leurs enfants, pour leur envoyer des messages enregistrés d'Asahara et des impulsions électriques pendant la méditation. Quiconque tentait de quitter la secte était considéré comme traître et exécuté. Mais la violence ne s'arrêtait pas là. Bien avant l'attentat du métro, un groupe de familles d'anciens membres, soutenu par un avocat nommé Tsutsumi Sakamoto, porta plainte contre Aum. L'affaire devait être jugée par un tribunal. Avant le verdict, la secte passa à l'action. En novembre 1989, des membres d'Aum pénétrèrent dans la maison de Sakamoto et assassinèrent lui, sa femme et leur fils d'1 an. Leurs corps furent enterrés dans différentes régions, et pendant des années, le crime resta non résolu. En 1994, alors qu'un tribunal s'apprêtait à condamner Aum à verser des compensations pour activités frauduleuses, la secte lança sa première attaque chimique contre les juges. Ils diffusèrent du gaz sarin dans un quartier résidentiel de Matsumoto pendant la nuit, à l'aide d'un camion réfrigéré modifié avec des ventilateurs. La zone visée était celle où habitaient les 3 juges, dans le but de les tuer dans leur sommeil. Les juges survécurent, mais 8 civils innocents moururent, ainsi que tous les animaux domestiques du quartier. L'attaque fut attribuée à un accident chimique, et l'affaire resta une fois de plus sans suite. Au début de 1995, Asahara apprit que la police préparait une vaste opération nationale contre les complexes d'Aum, pour des accusations d'enlèvement, de disparition, de trafic d'armes et de substances chimiques. C'est alors qu'il prit la décision d'attaquer le premier. Le métro fut la cible. Son idée, créer un massacre à grande échelle dans le lieu le plus fréquenté de Tokyo, déstabiliser le pays, retarder les enquêtes et semer un tel chaos que le gouvernement renoncerait à agir contre eux. À mesure que les trains avançaient, le gaz se répandait. Les premières victimes commencèrent à tousser, trembler, vomir, puis s'effondrer. Les stations ne comprenaient pas ce qui se passait. On crut à une fuite de gaz sans imaginer un attentat. À 8h46, le chaos est total. Les ambulances sont débordées, les hôpitaux saturés de mourants. Parce que le sarin n'avait pas été purifié correctement par les chimistes d'Aum, sur plus de 6000 blessés, seuls 13 périrent, mais des centaines d'autres gardèrent des séquelles neurologiques irréversibles. L'objectif premier de cette manœuvre morbide était de tromper la police. Mais les enquêteurs commencèrent à relier les faits. Le 22 mars, à peine 2 jours après l'attentat, la police japonaise lança une vaste opération mobilisant 2500 agents dans les 25 sièges d'Aum. L'ampleur de ce qu'ils découvrirent laissa la police, et tout le pays, sans voix. Grâce aux dons et à ses activités licites et illicites, Asahara était parvenu à accumuler un patrimoine d'1 milliard de dollars en actifs. Des laboratoires d'armes chimiques, des équipements de guerre biologiques, des cellules de torture, un arsenal militaire acheté en Russie, et même un hélicoptère de l'armée destiné à asperger Tokyo de 70 tonnes de gaz sarin pour anéantir la population. Malgré la fin apparente de cette ère de terreur, Aum n'avait pas encore dit son dernier mot. À peine 4 jours après la descente de police, le chef de la police fut abattu devant son domicile alors qu'il partait travailler. Il reçut 4 balles dans le torse, mais survécut miraculeusement. Le jour même de l'arrestation d'Asahara, une lettre piégée explosa au visage d'une secrétaire du gouverneur de Tokyo. Elle survécut elle aussi. Le procès d'Asahara fut l'un des plus longs et complexes de l'histoire du Japon. Il dura plus d'1 décennie. En 2004, il fut condamné à mort et en 2018, exécuté par pendaison aux côtés de 13 de ses hauts responsables, à l'exception d'un seul, Ikuo Hayashi, le cardiologue de 48 ans, qui échappa à la peine capitale pour avoir avoué et pleinement coopéré avec les autorités. En contrepartie, il fut condamné à la réclusion à perpétuité. Bien que le culte Aum Shinrikyo ait été officiellement dissous, il n'a jamais totalement disparu. Aujourd'hui, il existe toujours sous le nom de Aleph, et il est constamment surveillé par les autorités, car il reste considéré comme une menace potentielle. En 2019, lors des célébrations du Nouvel An, un jeune homme de 21 ans a foncé avec sa voiture sur une foule dans le quartier de Harajuku à Tokyo, blessant 9 personnes.
Selon ses propres dires, il s'agissait d'un acte de protestation contre l'exécution d'Asahara. Nous ne sommes jamais à l'abri qu'une attaque aussi discrète, invisible et silencieuse puisse se reproduire, à tout moment, en tout lieu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.